Prends chaque jour l'un après l'autre et la ligne d'arrivée sera forcément sur ton chemin. Cette année-là, j'ai eu 4 enterrements en 5 mois. Et le 4e, j'ai dit, moi, je ne peux pas aller plus loin. Toutes les émotions sont légitimes, sont justes, et laisse-les vivre, en fait. Ne les censure pas. Parce que derrière, cette deuxième chance à la vie, elle n'est pas offerte à tout le monde. De nombreuses étoiles sont là-haut, et je me sens d'autant plus chanceuse d'être là aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous invite à écouter Anne-Sophie. À l'âge de 25 ans, Anne-Sophie découvre qu'elle a un cancer, quelques mois avant la fin de ses études. Et malgré un pronostic compliqué, elle a tout de suite su que ce n'était pas ça qui allait mettre fin à ses jours. Son engagement personnel, associatif et professionnel envers les patientes et patients l'amène à rejoindre Résilience début 2023 afin de porter et de faire entendre leur voix. C'est donc en toute logique et avec beaucoup de plaisir que je laisserai dorénavant à Anne-Sophie le soin de présenter ce podcast dès le prochain épisode. Mais avant de vous partager les tranches de vie d'autres personnes avec le cancer, je vous propose d'écouter son histoire. Hello, moi c'est Anne-Sophie, j'ai 36 ans. J'habite à Paris, mais j'ai toujours eu la bougeotte à faire 1000 voyages, 1000 rencontres, à créer plein de choses. Et en fait, il y a une douzaine d'années, j'ai eu un cancer. À la fin de mes études, c'est arrivé un peu de manière inopinée. Et en fait, de cette aventure-là, qui a été effectivement complexe à vivre sur les 13 mois de traitement, derrière, ça a ramené beaucoup de sens dans ma vie. Je me suis rendu compte de cette urgence de vivre qui était déjà présente en moi. Et derrière, je n'ai fait que des choses qui avaient du sens. Et j'ai toujours suivi mon intuition. Donc, on a cofondé une asso avec des amis. J'ai été très investie dans le monde associatif, du sens à mon parcours aujourd'hui chez Résilience, en portant la voix des patients, des milliers de patients que j'ai rencontrés en 10 ans. Et j'aime toujours autant voyager et rencontrer de nouvelles personnes. J'ai appris que j'avais un cancer. J'étais en Allemagne. En fait, je faisais un double diplôme. Mon master, je le faisais avec l'Allemagne. Je vivais là-bas depuis 4 mois. Et en fait, il se trouve que depuis 3-4 ans, j'avais des douleurs dans le dos qui venaient de manière croissante, plutôt au niveau de l'omoplate. Et j'ai consulté des dizaines de médecins, la plupart des hommes, des kinés, des médecins, des généralistes, des spécialistes du dos, des ostéos aussi, et sans avoir vraiment de réponse. À chaque fois en me disant c'est musculaire, vous ferez de la kiné quand vous rentrerez en France. Ils m'ont donné des antidouleurs, des anti-inflammatoires, donc sur le moment ça soulageait et puis derrière ça revenait. Et c'est vrai que les dernières semaines avant d'avoir le diagnostic, je dormais assise une nuit sur 2, tant la pression dans mon dos était importante. Et donc, c'est mon coloc. Je vivais en coloc avec un Allemand à l'époque. Et c'est mon coloc qui a pris rendez-vous pour moi un matin chez un généraliste du coin, en me disant tu tousses vraiment beaucoup le matin à manquer de tomber dans les pommes. Ça m'inquiète vraiment beaucoup. Donc, voilà, va chez le médecin. Il y a beaucoup de choses qui s'entrechoquent. Et donc, je vais chez le médecin de manière un peu absente. Très concentrée sur mes examens de fin d'année et puis les entretiens à venir. Et là, le médecin me reçoit. À la différence de mon généraliste à Lyon, fait d'abord tout un tas de checks, du réflexe du genou, du truc, du machin, et ensuite me demande pourquoi je suis là. Et donc, je lui dis, voilà, mon collègue trouve que je tousse beaucoup le matin, donc je suis là. Et il m'ausculte, avec son stéthoscope, il écoute les deux thoraciques et il me dit j'entends pas très bien à gauche, donc je vais te faire un EFR, donc un examen fonctionnel respiratoire. Donc je me retrouve à souffler dans un tube et je pense que j'ai vraiment pas soufflé grand chose, puisqu'il revient vers moi et il me dit en fait voilà, il y a quand même un souci au niveau du poumon gauche, donc je vais t'envoyer à l'hôpital de proximité qui est à 10 minutes pour que tu fasses une radio et qu'on en sache un peu plus, mais t'inquiète pas, tout va bien se passer, je connais la radiologue, donc elle t'attendra devant l'hôpital. Et donc moi je me suis dit ok, très bien, j'y vais, je fais confiance, sans me douter que c'était grave et qu'en fait il fallait que ça aille vite dans la prise en charge. Donc j'arrive à l'hôpital, la radiologue m'attendait effectivement sur le perron de l'hôpital. On fait le cliché, elle m'emmène en salle d'examen, on fait le cliché de face. Et au moment de me mettre en position pour le cliché de profil, elle me dit mais est-ce que vous avez été dans un accident de voiture ces 10 derniers jours ?
Et là, je lui dis, non, non, pas du tout. Pourquoi? Non, non, pour rien. Donc, elle me met en position profil, elle fait le cliché. J'attends une dizaine de minutes les résultats devant la salle d'examen. Et elle revient avec un collègue à elle en me disant, il parle mieux anglais que moi, donc il saura mieux vous expliquer. Ce que l'histoire ne dit pas à ce moment-là, c'est que le médecin en question est pneumologue et que, effectivement, la prise en charge est logique. Moi, j'avais jamais fait de scanner de ma vie. Donc, il me dit, il commence à m'expliquer. Il m'emmène rapidement en salle de scanner. Je passe devant plusieurs patients qui attendaient. Donc, et puis, je commençais un peu à avoir peur, en fait, parce que, en fait, moi, ce que j'ai dans la tête, c'est cet après-midi, j'ai un train pour Bruxelles. Et ma mère est paumée dans les rizières au Vietnam avec son mec. Et donc, elle est injoignable. Et donc, j'ai juste la lucidité d'appeler ma grand-mère en lui disant, en lui expliquant rapidement ce qui s'est passé. Elle me dit, mais t'inquiète pas, c'est peut-être juste un pneumothorax ou un truc. Enfin, voilà, mais tu me rappelles après l'examen, mais t'inquiète pas, tout va bien se passer. En sortant du scanner, ils me disent, attendez une dizaine de minutes, on vous donne les résultats. Ce jour-là, j'ai attendu 57 minutes. Et je les ai vus passer. Et j'entendais les patients derrière moi qui râlaient parce que la petite Française qui passe devant tout le monde, c'est pas très agréable. Et je voyais les blouses blanches qui rentraient et qui sortaient de cette pièce et qui ressortaient avec un visage très grave. Et le médecin revient finalement au bout de ces 57 minutes. Il me raccompagne à son bureau. Et cette fois-ci, il me fait plus de blagues comme il avait fait précédemment. Il arrive très sérieux, on s'assoit dans son bureau. Et là, il me dit, bon, Anne-Sophie, je vais pas y aller par quatre chemins. Est-ce que vous êtes seule en Allemagne ? Et là, je lui dis, mais non, j'ai plein de potes, je suis à 10 jours de finir mes études, je suis très entourée. Donc là, il me dit, je reformule, est-ce que vous avez de la famille en Allemagne ? Et je dis, non, ma famille, elle est à Paris, elle est à Lyon, mais elle n'est pas ici. Et là, il me dit, écoutez, vous avez 12 à 24 heures pour rentrer en urgence en France et pour demander les examens complémentaires. Et je lui dis, bon, pourquoi ? Et là, il tourne son écran et je vois... Comme pour la radio, je vois d'un côté les côtes, le sein, les poumons, tout va bien à droite. Puis à gauche, je vois un énorme nuage blanc. Et donc, je pointe l'écran du doigt et je dis, c'est quoi ça ? Il me dit, ça, c'est une tumeur de 13 centimètres. Et en fait, le mot tumeur, quand il l'a prononcé, en anglais et en français, c'est le même. Et quand il l'a prononcé, j'ai vu le mot dans ma tête se scinder en deux. Parce que ce mot, en français, il est quand même assez terrible. Parce que tumeur, c'est quand on sépare les syllabes, c'est vraiment franchement pas sympathique. Et moi, quand j'ai vu ça dans ma tête, j'ai dit non, en fait, c'est pas possible. J'ai trop de voyages à faire, j'ai trop de gens à rencontrer, j'ai une vie qui est devant moi. Et c'est pas ça qui va me tuer, en fait. Je vais pas mourir de ce truc-là. Donc je pense que mon mental s'est directement enclenché à ce niveau-là, ce jour-là, à ce moment-là. Et donc j'ai bien écouté ce qu'il a raconté. Moi qui savait qu'il y a un truc qui allait pas, que l'errance médicale de 3-4 ans, on apportait enfin une réponse. Donc je pense que mon corps, dès qu'il a entendu le diagnostic, il y a un truc qui a lâché. Et donc effectivement, derrière, je me suis sentie beaucoup plus fatiguée. Je me suis sentie amenuisée. Enfin, j'avais plus de souffle. C'était vraiment... Physiquement, je l'ai beaucoup ressenti. Et moralement... Dès que j'ai entendu tumeur, je me suis dit, c'est pas ce qui va me définir, c'est pas ce qui va me tuer. Et donc, pour moi, ça allait être un épisode compliqué de vie, mais j'allais forcément en réchapper, j'allais forcément y survivre et ça allait le faire. Et donc, je pense que ça m'a quand même pas mal porté positivement. Je pense que j'ai perdu mon papa, j'avais 7 ans, d'un accident de moto. C'est arrivé très, très brutalement. Et ce jour-là, j'ai compris que du jour au lendemain, en un quart de seconde, les choses pouvaient basculer, les choses pouvaient s'arrêter. Et je pense que à ce moment-là, ça m'a fait comprendre que la vie, elle est précieuse et que chaque jour, on doit en profiter au maximum. Et quand j'ai eu ce diagnostic de la maladie, quand j'ai eu ce médecin allemand qui m'a dit que j'avais un cancer, et puis derrière, quand je suis rentrée en France, que j'ai eu la biopsie, que j'ai eu les examens complémentaires et que 7 jours après, j'ai rencontré mon oncologue. À nouveau, je me suis dit, je fais complètement confiance au corps médical parce que, de toute manière, c'est très grave. C'est très tard d'avoir diagnostiqué cette maladie. Et en fait, je fais confiance et ça va le faire. Quand je suis tombée malade, dans mon malheur, entre guillemets, la chance que j'ai eue, c'est que le meilleur ami de ma petite sœur, Mickey, faisait face à une leucémie récidivante depuis 6 ans et m'a appelée quand je suis tombée, quelques jours après le diagnostic, et il m'a parlé vrai. C'est-à-dire que, qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que
Les médecins vont avoir une manière de parler de la maladie de manière assez distanciée, assez froide, entre guillemets, en parlant d'effets secondaires, en parlant de traitements, d'épisodes de traitement, d'étapes. Voilà, tu vas commencer par la chimio néoadjuvante pour réduire la tumeur, ensuite tu vas avoir une chirurgie où on va retirer le reste de la masse, et puis ensuite on va peut-être potentiellement faire de la chimio et de la radio pour bien nettoyer ton corps et pour qu'il n'y ait vraiment plus de cellules actives dans ton corps. On va pouvoir parler aussi à des infirmières qui vont essayer aussi de poser des mots là-dessus, mais sans forcément l'avoir vécu. Et quand je dis parler vrai, c'est que Mickey, il l'a vécu dans sa chair, il l'a vécu dans son corps. Et du coup, il m'a parlé vrai en me disant, ouais, en fait, tu vas perdre tes cheveux. Et c'est galère, franchement, c'est galère, c'est pas cool. En tant que nana, c'est encore plus difficile, a priori, parce que c'est une part de votre féminité, de votre identité. Mais t'inquiète, ça va repousser, ça va revenir. C'est un moment de vie. Il m'a parlé de la chimio, comme quelqu'un qui l'a vécu. Il m'a parlé de radiothérapie, il m'a parlé de tout ça. Et puis, donc voilà, j'ai pleuré, j'ai rigolé, on a beaucoup parlé. Et puis, à la fin de cette conversation, il m'a dit, mais s'il y a bien un truc qu'il faut que tu retiennes, c'est que le cancer, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Et du coup, il faut que tu t'économises, que tu économises ton énergie et que chaque jour, tu le prennes l'un après l'autre, avec l'énergie du moment, avec le moral du moment, d'accueillir ce qui se passe en toi. Ça va pas être une partie de plaisir, clairement, c'est plutôt un parcours du combattant qui t'attend parce que ton corps, la première chimio, va se prendre la claque de sa vie. Et puis derrière, le corps va un peu s'habituer, entre guillemets, au traitement, mais toi, ta tête va continuer de cheminer. Donc, il faut aussi arriver à trouver un rythme à la fois pour ton mental et pour ton corps. Et surtout, effectivement, ça va te prendre de l'énergie. Et j'ai fait 3 semaines d'hospice, dont 2 en soins intensifs respiratoires. Chaque jour, j'avais Mickey dans ma tête et j'avais cette parole, et c'est vraiment ce qui m'a apporté et ce qui m'a permis d'être plus patiente, parce que je pense que c'était pas dans mon caractère d'être patiente de départ. Et la maladie, le cancer, l'hôpital force à être patient. Et la vie d'un patient, c'est l'attente en fait. Et de gérer cette attente du mieux possible, d'être entouré ou de même écouter de la musique pour s'évader, ça a été autant d'outils qui m'ont permis de pouvoir effectivement traverser ces 13 mois de la meilleure manière possible. L'échange avec Mickey a été déterminant, clairement, dans mon parcours. Et en fait, derrière, quand j'ai rencontré mon oncologue 2 jours après à Curie, c'était 7 jours après la biopsie. Et moi, l'une des questions directes que j'ai posées, c'est: est-ce que je peux parler à d'autres patients qui ont eu un cancer, un sarcome d'Ewing comme moi? Est-ce que je peux échanger avec d'autres patients pour comprendre ce qui m'attend, entre guillemets? Puisque moi, c'était vraiment ça. C'était je comprenais par ces mots ce que j'avais. Donc, un cancer qui touche 80 cas par an en France. La moyenne d'âge, c'est 13 ans. Les garçons, dans les os des jambes. Moi, j'étais complètement hors stade parce que 24 ans, cage thoracique 13 cm. Donc, je comprenais que j'avais vraiment gagné la loterie bien comme il faut. Mais je lui dis: est-ce que je peux échanger avec d'autres patients? Et elle m'a dit: non, le secret médical, on peut pas mettre des patients en rapport les uns avec les autres, c'est pas possible. Et en fait, j'ai passé les 13 mois du coup dans cette logique-là, en disant: ok, c'est pas possible, d'accord. Et en fait, pendant cette année-là, j'ai eu successivement la rencontre de 4 autres personnes qui avaient eu un cancer en jeune adulte, c'est-à-dire entre 15 et 25 ans. 4 rencontres exceptionnelles qui sont des gens que j'aime profondément et qui sont encore dans ma vie aujourd'hui. Camille, Christo, Théo et Chloé. Et ces 4-là, on s'est rencontrés dans différents contextes. Et puis au bout de 8 mois, on s'est tous retrouvés à Paris. Et moi, je sais que j'ai grandi dans une famille dont l'ADN est l'associatif, aider l'autre, pouvoir contribuer au mieux-être des autres. Et donc, on s'est réunis à Paris cet été 2013. Et moi, je leur ai dit, en fait, est-ce qu'on passe à l'action, en fait? Est-ce qu'on fait quelque chose? Et c'est vrai que moi, à chaque fois, quand je les ai rencontrés, en 3 minutes, on avait l'impression de se connaître mieux que nos potes d'enfance. Il y avait une espèce d'authenticité, de vérité, de spontanéité qui gommait toute manière de pouvoir plaire ou de pouvoir répondre aux attentes de l'autre. On était juste dans le vrai. Et putain, ce que ça fait du bien. Et donc, on a fait le pari de dire: ok, on crée une asso. On a créé On est là à l'automne, en octobre 2013. Et ça a été une aventure fantastique pour accompagner les adolescents jeunes adultes atteints de cancer en France. Quand
Quand on a créé On est là, pour moi, c'était une manière de rendre ce que j'avais reçu parce que je me sentais redevable pas redevable, mais je voulais redonner tout l'amour et tout le soutien que j'avais pu avoir à des jeunes qui n'avaient pas cette chance, à des jeunes qui viennent à Paris. Et cette aventure humaine derrière, associative, a été d'une puissance infinie. Mes co-fondateurs m'ont désignée présidente au départ. Et puis, ça a été de construire des actions, de construire un accompagnement aux côtés des médecins, puisqu'on avait un conseil scientifique et on a vraiment tout construit avec eux, avec beaucoup de confiance. Au début, ils étaient très sceptiques avec cette peur qu'on compare les traitements, qu'on remette en question leur rôle de médecin, en fait. Et très vite, en fait, nous, on leur a dit, mais en fait, non, nous, on vient sur tout l'accompagnement émotionnel, en fait, que provoque cette maladie. Comment on en parle à ses potes, comment on en parle à son copain ou à sa copine. Parce que comment on en parle à l'école ou la vie professionnelle, parce que cette tranche d'âge, les 15-25 ans, les 13-30 ans, c'est une tranche d'âge qui est déjà charnière dans un parcours de vie, qui est déjà complexe parce qu'il y a l'image de soi, le rapport de soi, la sexualité, l'indépendance aux parents, le choix des études supérieures, la vie professionnelle. C'est beaucoup d'étapes qui construisent l'individu qu'on est adulte. Et que le cancer va venir ébranler tout ce parcours-là parce qu'on passe d'indépendant à dépendant. On doit bien souvent revenir chez les parents parce que les revenus ne permettent pas de pouvoir continuer à vivre seul. Et puis, on a besoin d'être accompagné parce que niveau médical, c'est aussi des fois souvent lourd. Et de pouvoir accompagner ces jeunes en partageant notre expérience. Nous, le principe, c'était de se dire, en partageant notre histoire, ça peut forcément aider d'autres. Par des conseils, par ce qu'on a traversé, par comment on a réussi à traverser, à outrepasser, à dépasser ce qui a été. Ça peut donner des clés aux autres. Et en fait, le retour du médecin au bout des 3 mois, quand on a fait le bilan, a été dingue parce qu'en fait, il m'a dit, mais en fait, grosso modo, vous m'avez pas réappris mon métier, mais presque en fait. Enfin, j'ai été que spectateur pendant ces 3 mois et j'ai été sidérée de l'authenticité, de la vérité des propos, de la véracité, de passer de je vais avoir une chimio à je vais être amputée, à j'ai peur de la mort, à je veux continuer à avoir des relations sexuelles avec mon partenaire, à j'ai envie toutes les envies, en fait, tout le vécu d'un jeune qui vient effectivement être complexifié par le cancer. Et ça a été hyper chouette en fait parce que ça les a nourris eux aussi en fait en tant que professionnels de santé. Ça nous a nourris nous parce que effectivement donner du sens à ce qu'on traversait. Et j'ai vu aussi de nombreux anciens patients animer des groupes de parole et voir leur posture changer aussi. C'est-à-dire que les patients qu'on accompagnait qui étaient en cours de traitement à Curie, je pense que d'une manière ou d'une autre ils s'appropriaient ce qu'on leur disait et ils nous ont aussi dit très vite, vous êtes hyper inspirants. Et ça, moi je l'avais pas vu venir. En toute honnêteté, moi, je venais égoïstement en me disant, je donne du sens à ce que j'ai vécu et si je peux aider ceux qui font face aujourd'hui à la maladie, c'est génial. Mais quand tu t'entends dire, t'es ultra inspirante, tu montres que les cheveux repoussent, que la vie reprend le chemin et puis qu'en fait, au lieu d'être chez toi ou d'être avec ton mec ou d'être avec ta famille, tu viens à Curie, à l'hôpital, à l'endroit où tu as été soigné pour être là pour nous, c'était stupéfiant. Et en fait, ouais, c'était toute la reconnaissance et surtout tout le sens qu'on avait dans la création de l'asso, il était là en fait. Et c'était par leurs mots à eux. Et c'est ça qui a nourri pendant 4 ans toutes les initiatives qu'on a eues. On a fait un tour de France, on est allé rencontrer plein de centres, une trentaine de centres hospitaliers à travers la France. On a créé plein d'événements avec d'autres assos aussi en partenariat. Et puis derrière, moi, j'ai décidé de passer le relais de la présidence parce que je pense que c'est bien aussi que d'autres prennent le relais. Et ça m'a permis d'être sur d'autres projets, d'être investie sur d'autres collectifs, d'autres projets. Et tous aussi enrichissants et intéressants les uns que les autres. De plateforme numérique qui s'appelle GPS Cancer pour les patients et les aidants atteints de cancer pour mettre des mots sur les mots, MAUX, et pouvoir expliquer sur toutes les étapes depuis la prévention jusqu'à la rémission-guérison, tout ce qui peut être vécu et toutes les questions que peuvent se poser les patients et les aidants et y répondre. Et ça a été hyper riche. Et puis, c'est aussi ce qui m'a amenée jusqu'ici chez Résilience. Et je suis infiniment reconnaissante à la vie d'avoir permis toutes ces rencontres et puisque c'est ça moi qui a drivé tous mes choix de vie.
moi, je mettais un point d'honneur à rencontrer tous les gens qui voulaient rejoindre l'asso. Donc, tous les bénévoles, je les rencontrais, on prenait un café, on allait discuter, on se voyait. Enfin, j'avais besoin de ce lien humain qui était pour moi l'ADN de l'asso. Et en groupe de parole, à l'hôpital, on rencontrait plein de jeunes aussi. Et quelque part, j'ai eu la chance et la malchance de rencontrer plein qui aujourd'hui sont des étoiles, des gens exceptionnels, d'une authenticité rare, d'une maturité rare. Et j'ai plein de prénoms en tête, et dont une personne qui a vraiment bouleversé ma vie, qui a été comme ma petite sœur, et, euh, et qui, au moment de son décès, voilà, j'étais à ses côtés, j'ai dormi, enfin bref, je son décès a été un peu un cataclysme dans ma vie et la prise de conscience que bah, j'étais pas Mère Teresa, j'étais pas imperméable à toutes les émotions que provoquait la vie de cet assaut, dont effectivement les rencontres. Et que cette année-là, j'ai eu 4 enterrements en 5 mois. Et le quatrième, j'ai dit, moi, je peux pas aller plus loin. C'est pas possible. C'est pas possible. Et en fait, Sabrina, donc celle qui était comme ma petite sœur, m'avait fait promettre de continuer l'assaut et de postuler à un programme d'accompagnement entrepreneur Ticket for Change. Et donc, j'ai pris mon bâton de pèlerin après son décès. J'ai eu un mois vraiment difficile. Et puis derrière, j'ai postulé. J'ai été prise. J'ai pensé à elle tout du long. J'ai fait l'accompagnement, ce qui a été une aventure humaine encore plus folle, et de plein d'enseignements. Et puis à la fin de cette année-là, j'ai fait un burn-out, clairement. Les médecins, j'ai vu plusieurs psychiatres, dont le psychiatre à Curie qui m'a dit vous êtes en dépression, mademoiselle, enfin en burn-out, il faut prendre des médicaments et puis il faut vous faire aider. Et moi, j'ai dit, bah, je veux bien me faire aider, mais je ne prendrai pas de médicaments. J'ai déjà eu bien ma dose. Et donc, j'ai essayé tant bien que mal d'avancer. Et puis, en fait, le centre où je voulais... Enfin, le centre médical près de chez moi ne pouvait pas me permettre de voir le CMP, le centre médico-psychologique, ne pouvait pas me faire voir un psy avant janvier. On était en novembre. Et donc, je me suis retrouvée à travailler dans un restaurant avec une amie que j'adore. Il venait d'ouvrir un resto dans le 6e. Je me suis retrouvée à être serveuse et à être hyper heureuse, en fait. Les moments qu'on avait ensemble là-bas, parce que je parlais toutes les langues que je parle. Donc aussi bien anglais que portugais, que espagnol. Donc c'était génial. C'était léger. On servait des trucs bons, donc les gens étaient contents. J'étais avec ma pote, donc c'était trop cool. Mais bon, je sentais que je m'enfonçais dans un truc qui était pas cool. Et en fait, je me suis retrouvée à partir en Thaïlande début janvier faire du yoga avec une amie. J'étais à 2 doigts de partir en maison de repos et de prendre des médicaments pour me faire aider psychologiquement. Et en fait, ma pote me dit, je pars en Thaïlande faire du yoga, viens avec moi. Et j'ai pas réfléchi, j'y suis allée. Et ça a été salvateur. J'ai fait 6 semaines de yoga. Je me suis retrouvée sur un 200 heures de yoga. Donc en gros, c'est une formation pour être instructeur de yoga. Je l'ai pris pour moi, je l'ai fait juste pour moi, pour revenir à mon corps. J'ai pris conscience j'ai pris conscience de plein de choses. Je pense que depuis toute petite, j'avais toujours eu cette faille entre ce que je suis à l'intérieur et ce que je suis à l'extérieur, parce que à la fois à l'école, à la fois dans ma famille, à la fois par des gens proches, on me faisait comprendre que j'étais grosse, qu'il fallait que je perde du poids. Enfin, toutes ces choses qu'on m'avait posées sur moi, qui m'appartenaient pas, mais qui faisaient que du coup j'avais cette faille. Et qu'autant j'étais consciente et j'étais en confiance de ce que j'étais à l'intérieur, mais l'apparence physique, ça l'était pas du tout. Et c'est en faisant ce stage de yoga perdu en Thaïlande que pour la première fois j'ai pris conscience de mon corps. Alors que j'étais en burn-out physique et mental, alors que j'avais pas encore digéré non plus totalement ce qui m'était arrivé au niveau médical. J'ai pris conscience de tout, j'ai commencé à accepter les quotas en titane que j'avais dans mon corps. La formation m'a aidé à énormément aussi pratiquer, être sur un exercice physique global. Et donc, et c'était exponentiel. Et même mon prof, il m'a dit, il y a eu une accélération incroyable. Et ça a vraiment été la meilleure thérapie que j'ai pu faire.
Et en fait, c'est Théo, l'un des 4 cofondateurs d'On est là, qui m'a rappelé l'année dernière en me disant: «J'ai rejoint une boîte, ça s'appelle Résilience. Écoute, c'est sur le cancer, mais ça a l'air ouf.» Donc j'ai suivi d'une oreille parce qu'à l'époque, je devais partir en expat. Et puis, on s'en est reparlé pendant l'année. Et puis, on a redéjeuné ensemble à la rentrée l'année dernière, donc il y a à peu près un an. Et Théo me relance sur Résilience en me disant: «Mais t'as forcément des trucs à faire chez nous, quoi. Enfin, franchement, regarde les offres d'emploi, on recrute tout le temps, machin.» Et donc, je me retrouve à regarder effectivement ce qui se passait chez Résilience. Et puis, je me suis prise au jeu. J'ai eu un premier entretien avec quelqu'un, avec Sébastien. Ça a été un échange très riche et assez ouf. Je me suis dit: «Putain, en fait, j'ai envie de creuser le sujet et de voir où est-ce que ça peut mener.» J'ai eu d'autres rencontres par la suite. J'ai rencontré Marion, j'ai rencontré Thibaut, j'ai rencontré... Et plus j'avais d'entretiens, et plus je me disais: je le veux, ce job, c'est pas possible, je peux pas passer à côté. Enfin, ils reconnaissent tout, ils reconnaissent mon parcours professionnel avec les quelques périodes salariées que j'ai eues. Ils reconnaissent mon parcours associatif qui est aussi venu ponctuer mon parcours. Ils reconnaissent mon expérience en tant que patient, ils reconnaissent mon expertise en tant que chef de projet. Enfin, tout était tellement aligné que ça paraissait pas possible que ça passe à côté. Et effectivement, ça l'a fait. Et depuis janvier, moi qui pensais sortir de la santé, j'avais arrêté mes engagements associatifs en novembre avec la fin de mon poste de vice-présidente au sein de la Fédé de Chirop. Je m'étais dit: bon, c'est bon, je tourne la page du cancer, on fait autre chose. Et là, en fait, chez Résilience, je donne encore un nouveau sens à mon parcours, à toutes les rencontres que j'ai pu faire, à toutes les histoires que j'ai pu entendre. Et c'est magique, en fait, parce que moi, ma fascination chez Résilience, c'est... on est plus d'une centaine aujourd'hui et je suis complètement ébahie de la force d'engagement et de motivation que chacun met à faire son travail tous les jours alors qu'ils n'ont pas été malades. Et ça, moi, je trouve que c'est un truc de ouf. Ce que je pourrais dire à ceux aujourd'hui qui font face à la maladie, les jeunes, les moins jeunes, après, effectivement, je connais mieux les ados jeunes adultes, mais je pense que ça s'applique à un peu tout le monde, à un peu tout un chacun. Bon, déjà, ok, c'est pas cool. Et ok, t'as le droit d'être en colère, t'as le droit d'être triste, t'as le droit d'avoir peur. Enfin, toutes les émotions sont légitimes, sont justes. Et laisse-les vivre, en fait. Ne les censure pas. Laisse-les sortir. Clairement, ça va pas être cool, on va pas se mentir. Tu vas potentiellement perdre tes cheveux, tu vas potentiellement avoir des douleurs au bide quand tu vas démarrer ta chimio. La pose du pack, c'est jamais très agréable. Les examens, c'est jamais trop cool. Et puis, tu vas avoir un paquet d'examens qui vont t'accompagner sur tout ce parcours. Mais d'une part, c'est chaque jour l'un après l'autre. Cette notion de marathon versus sprint, elle est hyper importante. Enfin, en tout cas, moi, c'est ça qui m'a permis d'avancer, de te dire, voilà, je prends chaque jour l'un après l'autre, mais la ligne d'arrivée, je la vois, elle est là. Et moi, je sais que j'ai fait confiance au personnel de santé, tout en posant toutes les questions que j'avais en tête. Et à chaque fois que j'avais des réponses, si je comprenais pas la réponse, je demandais à reformuler. Et je sais que j'ai pu être chiante. Et je sais qu'il y a des infirmières ou il y a des internes qui m'ont peut-être trouvé relou parce que je posais des questions, mais moi, c'était mon besoin. Donc, c'est s'écouter, en fait. Je pense que moi, j'avais jamais pris trop le temps de m'écouter avant. Et la maladie m'a forcée à revenir à moi et à m'écouter à la fois physiquement et mentalement. Et à entendre ce qui me traversait. Donc, écoute les émotions qui te traversent. Écoute les sensations de ton corps. Partage-les autant que faire se peut. Donc, quand on te demande d'évaluer ta douleur, c'est pas pour faire joli. C'est vraiment de pouvoir derrière doser les médicaments qui vont être donnés. Donc, sois le plus juste dans tes propos. Et parle, en fait. Pour moi, poser des mots sur tout ce que tu vas vivre, tout ce que tu vas traverser, c'est hyper important. Je pense que j'ai jamais autant dit aux gens autour de moi que je les aimais que quand je suis tombée malade. Et je le fais depuis. Depuis, je le dis tout le temps. Donc des fois, quand je suis avec des potes et que j'ai ma mère ou que j'ai mes sœurs au téléphone et qu'à la fin, je finis dans « je t'aime », il y en a qui me regardent en disant « oh, c'est mignon » ou « c'est trop cute » ou « c'est trop... » en fait, non, pour moi, c'est ça, quoi. C'est parce que, encore une fois, oui, je suis passée par le cancer, mais depuis, voilà, demain, je peux me faire renverser par une voiture. Et je sais qu'en tout cas, tout ce que je ressens, tout ce que je vis, ceux que j'aime, ils savent que je les aime. Et il n'y a pas de doute là-dessus. J'ai pas de regrets, j'ai pas de remords. Et donc, effectivement, face à cette maladie, oui, il va y avoir des changements. Il va y avoir des changements physiques. Il va y avoir potentiellement une chirurgie. Il va potentiellement y avoir des séquelles. Potentiellement d'avoir des effets secondaires. C'est accueillir chaque chose l'une après l'autre.
en se disant que ça fait partie du package cancer et qu'il y a un après. Et cet après, il est bon Dieu, tellement il est génial, tellement il est merveilleux. Chaque jour est un cadeau et franchement, ça vaut la galère du pendant des traitements parce que derrière, cette deuxième chance à la vie, elle n'est pas offerte à tout le monde. On en est conscient. Enfin, moi, en tout cas, j'en suis consciente parce que de nombreuses étoiles sont là-haut et je me sens d'autant plus chanceuse d'être là aujourd'hui. Pour moi, la résilience, c'est la manière qu'on a de pouvoir surmonter, de pouvoir dépasser des moments difficiles, des moments traumatiques qui ont pu ponctuer notre chemin. Pour moi, c'est très lié à l'amour de la vie. Pouvoir en saisir toutes ces nuances, toutes ces couleurs, toute sa musicalité, tout ce qu'elle peut nous apporter de beau au quotidien. Tant dans les gens qu'on rencontre que les lieux qu'on va découvrir, que même les petits riens. En fait, on revient aux petits riens du départ, hein, de la neige qui tombe, d'un arc-en-ciel, d'un sourire dans la rue, d'un inconnu, de croiser un chien. Enfin, j'en sais rien. En fait, chacun le mettra à sa sauce. Mais pour moi, oui, la résilience, c'est ça. La résilience, c'est OK, j'ai vécu des choses pas cool, mais aujourd'hui, je l'ai traversé, c'est derrière moi, j'en ai appris des choses. Moi, ma manière d'être résiliente, ça a été de créer l'asso et de partager mon expérience pour pouvoir amener des choses aux autres, même si j'étais pas vraiment consciente de quoi. Et je me rends compte aujourd'hui, 12 ans après, que j'étais plus l'exception que la règle et que mon mental, c'est pas le mental de tout le monde et qu'il y en a qui sont beaucoup plus dans la tristesse ou dans la peur ou dans... Moi, je sais que c'est pas des émotions... Par exemple, j'ai jamais pensé que j'allais rechuter. J'ai jamais pensé que j'allais mourir. C'est des choses qui m'ont même pas traversé l'esprit, qui me traversent toujours pas l'esprit. Alors, il y a toujours un peu le stress quand, une fois en rémission, on va en examen tous les 3 mois ou tous les 4 mois ou tous les 6 mois pour se faire surveiller, où on se retrouve dans le scanner et où là, on se dit « Oh putain, et si ?» Et en fait, le « et si » n'a pas de lieu d'être parce que la résilience m'a permis de me dire ma vie, elle est aujourd'hui, elle est maintenant. Cette notion de marathon, elle est derrière moi. Et aujourd'hui, c'est chaque jour, l'un après l'autre, un cadeau. Et quel sens je vais y donner et quel bonheur je vais y mettre. Et de quoi j'ai envie de ponctuer mon chemin pour donner du sens à moi. Et trouver ce qui pourra me rendre heureuse, donner du sens, de l'impact et à plus grand que moi. Un grand merci à Anne-Sophie pour ses mots et pour cette résilience qu'elle incarne à merveille. Son combat nous rappelle l'importance du partage, de l'échange pour mieux traverser l'épreuve. Enfin, je voulais remercier toutes celles et ceux qui m'ont consacré de leur temps, de leur vie, qui m'ont raconté leur histoire et je suis heureuse de passer le flambeau à Anne-Sophie. Merci. Alors si vous aussi, vous avez croisé le cancer sur votre chemin, sachez que vous n'êtes pas seul. Chaque mois, retrouvez ici le témoignage d'une personne qui parle vrai, comme le dit si bien Anne-Sophie. Et surtout, Résilience a lancé une application pour aider chacun et chacune à mieux vivre le cancer au quotidien et vous accompagner sur le chemin de la résilience. Rejoignez le mouvement.